Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de l'un des acteurs majeurs du secteur du luxe accessible, du premium français, Isabelle Guichot, qui dirige depuis maintenant 1 an SMCP, donc qui réunit les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Isabelle Guichot, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est très content de vous accueillir parce que, comme je disais, SMCP, c'est un acteur majeur de la mode en France, mais pas seulement. Vraiment un acteur qui est aussi devenu un poids lourd aussi européen et qui a des ambitions mondiales qui se prononcent de plus en plus. Vous allez pouvoir m'expliquer ça d'ailleurs avec le plan et les ambitions du groupe. Mais j'aimerais avoir surtout d'abord en premier lieu votre sensation, vos premiers, cette première année, comment elle s'est passée pour vous, parce que c'était un contexte un peu particulier pour le groupe et dans un contexte global pour la mode assez intense. C'est clair que c'était une année, mouvementée, épique, intéressante. En plus, tout a démarré un 2 août. Enfin, je me suis retrouvée nommée. J'étais sur un transat en vacances le 28 juillet. J'ai eu un appel et tout s'est précipité en quelques jours. Je me suis retrouvée patronne du groupe. Heureusement, d'un groupe que je connaissais bien puisque j'y étais déjà depuis presque 4 ans en tant que directeur général de Maje. Donc, je n'étais pas en terre inconnue. Mais c'est vrai que tout à coup, du jour au lendemain, et puis ça a été sans préavis. C'est-à-dire, on me dit, le board va se réunir demain matin. Vous êtes nommé now. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle aventure a commencé. Sur une terre connue, mais une aventure quand même très différente, très nouvelle, avec quelques. J'aime à dire que c'était comme un peu un feuilleton, mais avec des épisodes qui ont été assez différents, beaucoup de rebondissements, pas vraiment de temps mort, pour être clair. Juste pour rappel, effectivement, vous avez été nommé en août. Il y avait déjà des éléments par rapport à une plainte posée en 2021 sur la question des Ouïghours. Oui, c'est un sujet, on y reviendra peut-être ultérieurement, parce que c'est un sujet qui mérite d'abord, parce qu'on réfute totalement toutes les accusations qui ont été émises dans cette plainte qui se fonde sur un rapport qui est quasiment vide. Oui. Donc tout ça est toujours un peu étonnant. Donc on y reviendra peut-être ultérieurement pour dire que c'est pas ce qui a été le plus. C'était pas ça le plus dur. Ça a été un des éléments, mais ça n'a pas été ce qui a nourri mon quotidien, je dois dire, depuis le 2 août. Parce qu'en fait c'était déjà la prise en main, un nouveau job, des responsabilités de directeur général d'un groupe coté qui est le 11e acteur du luxe mondial. Donc tout de suite, petit poids sur les épaules, et puis tout de suite une situation actionnariale un peu complexe, et donc qui m'a bien chahuté, plus le fait que comme effectivement cette transition n'était pas totalement préparée, je n'avais pas de successeur immédiat sur Maje, donc retrouver un successeur. Donc j'ai cumulé la direction générale de Maje, la direction générale du groupe, un petit sujet actionnarial, une petite tempête actionnariale un peu amusante. Donc effectivement, j'ai une prise de fonction un peu chaude, mais j'aime bien ce genre de. J'aime bien naviguer dans la tempête, et donc là, c'était. Effectivement, il n'y a pas eu d'heure d'entraînement. Ça a été, je sais plus qui me fait, c'est mon prédécesseur d'ailleurs, Daniel Lamonde, qui avait fait l'analogie. Il m'a dit là tout de suite, t'es en Champions League. Il n'y a pas eu d'entraînement. Je dis je suis passé du banc à la Champions League un petit peu direct. Voilà. Justement, pour rappel. Donc le propriétaire, en tout cas l'actionnaire majoritaire du groupe, le groupe chinois Chandon-Gruy, s'était retrouvé en grosse difficulté financière. Absolument. Et il s'en est suivi une bagarre entre les créanciers et Chandon-Gruy sur la propriété du groupe, en fait. Absolument. En plus, c'est typiquement le genre de bataille dans lequel nous n'avons pas la main. Enfin, on n'a pas d'armes, on n'a pas la main. On contemple effectivement le champ de bataille en essayant d'être extrêmement concentré sur moi, pour ma part, la tenue du business, la motivation des équipes et de continuer à dérouler la feuille stratégique du groupe en regardant un peu les balles passer. Donc c'était assez, en ayant de temps en temps à effectivement ouvrir l'œil en se demandant s'il n'y a pas
potentiellement des effets de bord sur notre activité ou comment bien envisager la suite. Donc ça a été pour préserver à chaque fois dans l'intérêt de l'entreprise, de son intérêt social, des salariés, des actionnaires. Oui, donc ça a été c'est beaucoup de points à gérer en même temps. C'était l'impression d'être un peu arrivé à la tête d'une Formule 1 avec le paysage qui est défilé très 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 vite là. Mais c'était moi ça me prend toujours un peu ce genre de situation. C'est professionnellement extrêmement intéressant, intense, et puis on se sent quand même investi d'une responsabilité importante, quoi. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confronté à ce type de situation, parce que vous avez un parcours managérial assez classique, dirons-nous. Classique, mais quand même, vous étiez DG France de Cartier, vous êtes passé chez Van Cleef & Arpels et vous avez dirigé Lancel aussi un moment. Vous avez rejoint le groupe Kering, qui s'appelait à l'époque PPR, voilà, Gucci Group, oui. Et donc pour diriger Sergio Rossi, c'est ça? En Italie pendant 2 ans, puis ensuite Balenciaga pendant presque 10 ans. Voilà. Donc, un univers du luxe. Vous étiez... En fait, toujours effectivement un parcours à la tête de maisons de luxe, mais toujours abrité quelque part au sein d'un groupe qui lui-même était coté, mais on est en deuxième rang, quoi. On n'est pas en première ligne. Donc et c'est la première fois que vous vous retrouviez dans cette situation. Déjà, la fonction de direction générale d'une maison cotée, il y a tout un pan il y a un univers de responsabilité, des sujets de gouvernance qu'on n'appréhende pas forcément quand on est dans des boîtes qui ne sont pas cotées, une relation avec l'actionnaire qui est différente, une relation avec les analystes, avec le marché, avec le régulateur. Enfin, il y a effectivement, on a un nouveau champ de vision beaucoup plus large. Donc cette notion de passage à la Ligue des Champions, même si on était en Ligue 1. J'étais vraiment sur le banc de Ligue 1 et tout à coup, je me retrouvais en Champions League sur le terrain en quart de finale. Donc c'était un peu, c'était un petit peu étonnant, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Non, c'est vrai que ça a tout de suite. Non, c'est intéressant, et puis surtout ça pose des vraies questions même philosophiques en disant bon là moi je suis là pour maintenir pour garantir l'intérêt social de l'entreprise, être sûr que personne ne sera lésé dans cette affaire. Donc même si j'étais très concentrée à la fois sur la bonne marche de l'entreprise, une période qui n'était pas hyper facile, les réouvertures en Europe, les reconfinements, etc. Donc c'était une période en termes de business un peu pointue. Et puis effectivement, ce chaos actionnarial qui potentiellement pouvait être perturbant pour l'entreprise, pour les salariés. Comme vous expliquez à vos salariés que tout va bien aller, que la tempête est au-dessus du toit, il faut qu'ils aient un bon degré. Enfin, faut leur véhiculer un bon degré de confiance pour ne pas avoir peur, quoi. Exactement. C'est le bateau dans la tempête, quoi. D'accord. Écoutez, on a le gouvernail, vous inquiétez pas. On voit la terre au loin, on va y arriver. La terre, je ne sais pas si le groupe l'a atteinte, mais est-ce que depuis que justement ça a été clarifié, qu'il y a un nouveau conseil d'administration qui a été mis en place, quelle est la situation maintenant du groupe? Vous avez Christophe Cuvillier maintenant qui est président du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça a changé, et pour vous, est-ce que vous y voyez plus clair? Alors, ça a changé une chose déjà très simple, c'est qu'effectivement on a une gouvernance qui est apaisée, et cet épisode de tempête qui a duré quasiment presque du 3 août au 14 janvier, qui a été la date de l'Assemblée générale, qui a permis la recomposition à la fois de l'actionnariat et de la gouvernance, avec la nomination d'un nouveau conseil et Christophe Cuvillier à sa tête. Ça, effectivement, on est rentré à partir du 14 janvier dans une période plus apaisée, plus facile, avec un conseil d'administration qui est composé en majorité d'indépendants, puisque avec la règle, quand on n'a pas d'actionnaire de référence, la majorité du conseil d'administration doit être indépendante. Mais c'est intéressant parce qu'on a un conseil très riche avec des personnalités très complémentaires, et les échanges sont très intéressants et ça se passe extrêmement bien. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est une situation qui est temporaire, puisque les créanciers sont des gens qui ont prêté de l'argent, sont pas des gens dont l'objectif est d'avoir dans leur actif une entreprise de luxe accessible. Donc on sait que c'est des gens qui vont céder à un moment. C'est cet ensemble
de créanciers vont céder à un moment leur participation. Pour l'instant, vous savez s'il y a des manifestement, candidats, si c'est lancé. on n'a pas de relation directe avec eux, mais clairement, on sait que le process n'a pas été lancé. Donc le process, pour diverses raisons, juridiques, conjoncturelles, géopolitiques et autres, etc. Donc je pense que le process sera sans doute lancé. Je sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur, je ne suis pas dans leurs souliers. Mais j'imagine qu'il va être lancé un peu plus tard. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'espère qu'on trouvera de nouveau un actionnaire de référence, ou des actionnaires de référence, pour écrire le futur du groupe. Voilà. Justement, le futur du groupe, est-ce qu'il s'inscrit dans le plan qui avait été établi et que, si j'ai bien compris, vous suivez toujours avec le développement des marques, un focus international et notamment Asie assez fort. Est-ce que vous êtes toujours dans cette ligne directrice-là ou est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en stand-by du fait de ne pas savoir encore quel va être l'actionnariat dans un an? Non, l'incertitude actionnariale, honnêtement, n'a pas d'impact sur la stratégie et heureusement. Le plan qui avait été présenté lors d'un Investor Day fin 2020, il est toujours valable dans ses fondamentaux, même si le fait d'être aux manettes de manière un peu plus directe, et puis il s'est quand même passé beaucoup de choses dans la dernière année et demie, nous a obligés à repenser un petit peu, notamment l'accélération du digital et surtout le fait qu'aujourd'hui les touchpoints digitaux, ils sont partout. La capacité aujourd'hui, on vend plus uniquement en boutique et online, on vend en live shopping, on vend en seconde main, on vend en occasion. Enfin, aujourd'hui, il y a une espèce de référentiel et d'univers de potentialité qui est beaucoup plus grand. Donc, il y a des choses qui effectivement qui ont un petit peu changé à ce niveau-là et qui nous ont amené à amender légèrement la stratégie. Il y a aussi un sujet fondamental, c'est que la sustainability, la responsabilité, elle a gagné en accélération de pertinence. Mmh. Et c'est vrai qu'on a accéléré des projets comme le projet Fairly Made, c'est-à-dire d'une traçabilité totale de nos produits à l'horizon 2025. On est déjà là sur la collection hiver qui rentre en magasin. On a presque une centaine de références pour chaque marque qui sont intégralement traçables avec un QR code visible par l'ensemble des clients. Donc, tous ces projets, traçabilité, éco-conception, toute l'économie circulaire, seconde main, revente, l'occasion, tout ça, on a énormément accéléré ce sujet-là. Comment vous avez fait? Parce que ce sont beaucoup de sujets différents qui impliquent les différents services. C'est pas un service qui s'occupe de Oui, mais ça. à partir du moment où c'est une stratégie d'entreprise, forcément, ça devient des projets transversaux et tout le monde s'aligne sur ses objectifs. Donc, sustainability, on accélère beaucoup. Et il y a un point aussi peut-être primordial qui est toute cette stratégie, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on a des marques qui sont désirables et qui sont bien dessinées, qui parlent aux clients, qui ont une pertinence sur le marché, qui ont une raison d'être sur le marché, qui racontent quelque chose. Et donc, on a beaucoup travaillé à la fois sur mieux encore, vous voyez, peaufiner le profil de chaque marque, peaufiner aussi leur complémentarité. On n'est pas une marque, on est un portefeuille de marques. Oui. Et ça n'a aucun sens si nos marques ont le même discours, s'adressent à la même clientèle, etc. Donc, beaucoup de travailler sur la pertinence du portefeuille, la complémentarité du portefeuille. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur vraiment le profil dessiné, ciseler encore mieux l'univers de chaque marque. Et je pense qu'on a fait du très bon travail là-dessus et on continue à le faire. Ça vous le voyez aussi dans les résultats depuis un an et demi? On le voit dans les études d'image, on le voit dans les résultats, on le voit dans les analyses de médias, des analyses d'audience sur les réseaux sociaux, les taux d'engagement, etc. Donc on voit beaucoup comment les choses se dessinent. On le voit aussi sur le fait qu'une marque comme Fursac que le groupe a acheté fin 2019, qui n'était pas forcément un timing très lucky, hein, on va pas se le cacher, mais aujourd'hui avec le travail qui a été fait pendant ces 2 années de Covid a permis effectivement que la marque soit extrêmement dessinée, beaucoup plus pertinente sur le marché. Elle remplit une vraie fonction. Elle a été intégrée au calendrier de la mode homme. Là au printemps, oui, elle a présenté au mois de juin. Donc typiquement, ça c'est un projet qu'on a mené en moins de 2 ans et bravo à toute l'équipe qui l'a mené, à Gauthier et Lina, parce qu'effectivement c'est un projet qui sur le papier il y a 1 an et demi
aurait presque paru comme utopique, quoi. Donc, c'est vraiment des jolis projets qui donnent de la pertinence, de la valeur à nos marques. Et ça, je pense que c'est très important dans les piliers stratégiques. Ça tombe bien que vous parliez de Fursac, parce que justement, je me demandais si il y avait une volonté d'aller pousser Sandro, d'aller pousser Maj sur ce chemin qu'a emprunté Fursac sur le masculin. Non, alors Sandro est déjà sur le masculin, oui. Donc Sandro a déjà son expression, c'est quand même une part importante du chiffre d'affaires, non négligeable du chiffre d'affaires de Sandro, avec une expression qui est différente de celle de Fursac, un positionnement, l'univers Sandro n'est pas un univers qui est né historiquement du tailoring et du formel, c'est plus un univers, une vision, une silhouette homme portée par Hélène Chétrit. Oui. Donc c'est un univers différent, mais on avait déjà cette... et c'est aussi le succès de Sandro Homme qui nous a poussé à renforcer le portefeuille sur cette composante-là. D'accord. Sur Maj, pour moi, Maj est une marque, c'est sans doute la marque qui a la féminité la plus exacerbée du groupe. Donc, l'homme chez Maj, c'est pas d'une évidence totale, je ne le cache pas. Oui. Et de même que la femme chez Fursac, même si, comme chacun sait, le vestiaire homme est souvent détourné. Quand il est très bien dessiné, il est souvent détourné par la femme. Tout à fait. Et sur le fait de défiler ou de présenter durant les Fashion Week, est-ce que justement le travail dont vous parliez à l'instant pourrait mener les deux marques à c'est pas dans les projets des marques. Sur Fursac, c'était plus évident parce qu'il y avait déjà un positionnement tailoring, couture. Il y avait aussi une démarche de créateur de Gauthier, qui était différente. Et il y avait cette démarche-là. Il faut jamais dire never again. Mais c'est pas à court terme dans les projets des autres marques. Non. Mais elle pourrait faire des défilés, mais pas forcément dans le cadre. Pas dans ce cadre-là. Vous, on l'a dit, vous venez de l'univers du luxe. Qu'est-ce qui vous a attiré déjà dans l'univers du luxe accessible, du premium, quand vous avez basculé de chez Balenciaga quelques mois après chez Maj, et qu'est-ce qui vous intéressait dans ce secteur-là? Qu'est-ce que vous arrivez à injecter du luxe dans votre gestion au quotidien du groupe? Ce qui m'a intéressé, en fait, j'avais fait un très long cycle à la fois chez Richemont et chez Kering, et j'ai adoré toutes ces années, ces expériences, les rencontres, les projets. J'ai beaucoup aimé tout cet environnement, ce rapport à la création, notamment chez Kering, qui est très important. C'est un groupe qui a un grand respect de la création des créateurs. Et j'ai adoré, mais à la fois la période avec Nicolas Ghesquière chez Balenciaga et la période avec Demna, l'arrivée de Demna, tout ça, c'était des moments inoubliables dans ma carrière. Donc ce rapport à la création qui est très... Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que c'est vraiment en moi fondamentalement ancré, et la capacité à créer effectivement de l'envie, de l'aspiration et une envie du produit et une image qui soit cohérente, alignée, qui véhicule un message clair. Donc ça, c'est des fondamentaux que effectivement j'ai hérité de cette expérience. Après, ce que j'aime beaucoup chez SMCP, c'est le réalisme. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche de ces deux sœurs, Evelyne Chétrit et Judith Milgrom, qui ont créé ce groupe il y a maintenant 40 ans pour Sandro et presque 25 enfin 23 pour Maj, 23-24 pour Maj. Ce côté de répondre à une femme qui a envie de s'habiller, qui va pas s'acheter du luxe, qui ne veut pas s'habiller en luxe toute la journée, qui a pas envie non plus du fast fashion, qui a envie d'une mode qui lui ressemble, d'une mode qui lui parle, d'une mode qui soit à la fois quotidienne mais aussi soir. Vous voyez, donc il y a une vraie... c'est très empreint de réalisme. Et après, tout ce qu'elles ont fait a toujours été vraiment marqué par ce grand réalisme, et à la fois cette volonté d'être élégante, d'avoir une jolie silhouette, d'être bien habillée, et tout ça, leur démarche a été toujours très très logique en la matière, et c'est assez admirable parce qu'effectivement, quand on voit la taille du groupe pour des entreprises qui sont aussi jeunes, c'est quand même très spectaculaire. Sans jamais avoir fait de compromis, ni sur la qualité, ni sur les modes de distribution. C'est aussi deux femmes qui ont eu très vite l'idée de se dire, si on veut avoir notre destin en main, il faut être des retailers.
C'est-à-dire, il faut avoir notre propre réseau de distribution. C'est des femmes qui très vite ont compris qu'il fallait aussi s'ouvrir à l'international. Donc, c'est des marques qui n'ont pas attendu d'être un grand succès établi en France pour s'ouvrir à l'international. Et donc, c'est des marques qui très rapidement ont été globales, désirables, en maîtrise complète de leur réseau, puisque retailer, très vite ont compris le digital très tôt. On fait sans doute partie des groupes qui a la pénétration digitale la plus forte à date, puisque c'est environ un quart de nos ventes. Et merci le Covid d'avoir aussi accéléré, de nous avoir un peu poussé aux fesses sur le sujet. Et donc, j'ai trouvé que la démarche était incroyable et que surtout, il y avait beaucoup de réalisme. Et je dis souvent à des candidats qui me disent « Mais moi, je viens du luxe, etc. » Je dis « Oui, mais là, ici, on vend des vrais vêtements, des vrais gens dans la vraie vie, vrai prix. » Enfin, il y a une espèce de reality check qui est très important. On est confronté à la réalité d'un marché et puis on le voit, on est en prise réelle, on est en prise directe et réelle sur ce marché. On voit beaucoup j'adore voir les vêtements dans la rue. Moi, j'adore voir les vêtements des marques dans la rue. C'est tellement important. On apprend tellement en regardant qui porte quoi, quand, comment. Donc il y a un vrai, il y a une grande lucidité, un grand réalisme dans ce groupe que j'aime beaucoup. Au-delà de la dimension et la fibre entrepreneuriale qui a été imprimée par les deux sœurs fondatrices, qui est aussi encore très présente dans la culture du groupe. Donc ça, c'est très important. Et puis après, ce que j'aime beaucoup aussi professionnellement dans ce groupe, c'est j'ai appris la volumétrie. C'est-à-dire les volumes. C'est vrai qu'on gère pas une supply chain de millions de pièces comme on gère une. Donc il y a aussi des. Donc il y a un côté quand même assez scientifique dans ce qu'on fait. La taille du réseau, on a presque 1800 magasins dans le monde. On gère des collections. Quand on commande des métrages de tissus, on va essayer de viser juste, parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Il y a une vraie. La volumétrie impose une exigence dans tout ce qu'on fait, que je trouve professionnellement intéressante. Et je pense qu'on arrive avec ça à aussi développer des profils, à pouvoir faire vraiment des analyses assez fines, avec une bonne granularité sur qui achète quoi, quand, comment, pourquoi, et pour qui n'achète pas aussi pourquoi. On arrive aussi maintenant bien à travailler le parcours client entre le digital, entre le brick and mortar, entre les IT. Enfin, vous voyez, on arrive bien à comprendre notre écosystème de fonctionnement et par quel chemin arrive quel client, pourquoi, quels sont les comportements d'achat. On peut faire du CRM assez fin. Enfin, vous voyez, quand vous avez du volume, vous avez une masse de données qui vous permet quand même une bonne... De rentrer vraiment dans les détails de votre d'avoir analyse. Une bonne qualité d'analyse et donc d'action. Quoi. Vous parliez de la logistique et donc du sourcing, de la manière dont les matières, dont les produits sont amenés jusqu'au lieu de consommation. C'est un véritable enjeu actuel, avec des chaînes de valeur, des chaînes logistiques qui sont malmenées. Vous, par rapport au sourcing, le groupe a été attaqué, comme on le disait, par rapport à un sujet sur une question sourcing, une plainte déposée car il y aurait une suspicion d'utilisation d'une main-d'œuvre ouïghour. Malheureusement, ce qui est terrible, c'est que si c'était ça, ok, j'accepterais la plainte. Mais ce n'est même pas ça. Alors, dites-moi. Dans la plainte se base sur un rapport d'une ONG australienne qui s'appelle ASPI. Et j'engage tous nos auditeurs à aller voir le tableau qui est page je ne sais plus quoi du rapport ASPI, qui en gros nous met dans une case où on met Chandon-Gruy, on met SMCP, actionnaire Chandon-Gruy, et donc voilà le niveau de suspicion. C'est parce que nous avons un actionnaire chinois que nous employons nous sommes accusés de complicité de génocide. Non, il n'y a Chandon-Gruy, c'est un actionnaire. C'est comme si vous voyez, c'est un actionnaire. On n'a jamais eu notre supply chain n'a jamais été, on n'a jamais eu recours à Chandon-Gruy pour le moindre vêtement, hormis, je crois, une petite collection. Enfin, je sais pas, il y a eu peut-être une ou deux pièces un jour chez Sandro, il y a 5 ou 6 ans. Mais donc, Chandon-Gruy n'est absolument plus dans notre supply chain aujourd'hui. Ce n'est pas un fournisseur. Il n'est pas impliqué non plus dans nos opérations quotidiennes. Donc, sous prétexte qu'on a un actionnaire chinois, c'est le niveau
de pertinence. Enfin, il n'y a rien dans ce dossier. Enfin, c'est assez terrifiant. Nous, on milite fortement et on a fourni tout au procureur, l'ensemble des documents, la traçabilité en rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Notre supply chain en Chine, effectivement, on a du sourcing en Chine, mais il n'est absolument pas dans la région. On n'a que du sourcing dans le sud de la Chine, à 3000 km du Xinjiang. Suite à cette plainte, on a quand même on a fait notre... On a essayé d'être un audit très poussé. On fait déjà des audits poussés de l'ensemble de nos fournisseurs stratégiques. On a renforcé d'un cran. On est allé vraiment sur ce sujet-là, sur tous les fournisseurs chinois ou les fournisseurs qui pouvaient utiliser de la sous-traitance. On a fait l'intégralité. On n'a absolument strictement rien dans le dossier. On a juste envie que la justice enquête, mais je pense qu'elle ne sait même pas par quel bout prendre le dossier, puisqu'il n'y a rien dans le... Donc, tout ça est assez ubuesque et malheureusement, c'est assez terrible de savoir qu'on est donc sur des listes de la honte ou autre. Enfin, sans le moindre détail. Enfin, donc là, on travaille effectivement à essayer d'accélérer ce sujet pour clearer notre nom, puisqu'en fait, on réfute totalement ces accusations. Ce qui est terrible, c'est que ça serait plus simple finalement qu'on ait eu vraiment un vrai sujet, parce que là, on pourrait dire, OK, d'accord, on utilisait ce fournisseur, grosse erreur de notre part, puisqu'on condamne totalement ces pratiques, on arrête demain, etc. Ça aurait été très simple. Mais en fait, nous, on n'a rien à se... Vous voyez, quand vous n'avez rien à reprocher, c'est très dur de dire, mais il n'y a rien. Donc, vous n'avez pas les éléments pour contrer. On n'a pas, parce quand vous n'avez pas, quand vous n'avez rien de matériel, vous pouvez pas dire j'arrête ça, puisqu'en fait, il n'y a rien à arrêter. Donc, c'est assez terrifiant. Puis surtout, c'est ce côté, le tribunal de l'opinion qui est absolument terrible. C'est bashing. C'était ma question derrière. Comment, en tant que groupe, que ce soit à l'extérieur, alors déjà, est-ce qu'il y a eu une réaction de l'opinion publique, des opinions publiques? On a eu comme d'habitude. Il suffit que quelqu'un dise dans la liste de la honte, il y a le groupe SMCP. Forcément, vous avez espèce de logorée sur tout un tas de réseaux sociaux. Après, il faut, on travaille d'abord avec la justice. On a très envie, surtout, c'est que le parquet puisse avancer très vite. Mais malheureusement, c'est devant le parquet national antiterroriste qui a d'autres dossiers à gérer que celui-là, surtout quand il l'ouvre, il n'a rien dedans. Donc, c'est un peu compliqué pour eux d'avancer. On aimerait qu'ils avancent très vite. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont d'autres sujets et on peut pas leur reprocher. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Puis ça éviterait effectivement d'avoir très régulièrement ces remontées là-dessus qui sont personne n'est capable. Enfin, en plus, c'est très offensant. Alors on a porté plainte, on a porté plainte pour dénonciation calomnieuse parce qu'effectivement c'est une dénonciation calomnieuse. Il n'y a pas d'autre terme sur le sujet. Et on travaille pour essayer d'effectivement blanchir notre nom au plus vite dans ce dossier parce que c'est terrible parce qu'il n'y a jamais de vous voyez, c'est à partir du moment où votre nom, il y a une suspicion. Enfin, je vais pas. Oui, mais ça arrive dans tout un tas de dossiers aujourd'hui. C'est terrible. Mais il n'y a rien d'autre que Alors, et parallèlement, vous avez notamment la Royal Dahlem Sheffield University anglaise qui a fait un rapport lui extrêmement étayé de 85 pages sur l'ensemble des fournisseurs chinois ou asiatiques qui ont eu recours, qui sont concernés, etc. Il y a 300 entreprises. Ni nous, nous ne sommes absolument pas dedans. Il y a plein de gens qui sont les grands leaders de la sustainability qui sont dedans. Je ne citerai aucun nom. Nous ne sommes absolument pas dedans. Donc, il y a un moment, quand les études très étayées ne nous citent pas et que des études non étayées nous citent, on peut avoir un moment de doute. Voilà. Au niveau de vos équipes, des équipes des marques, est-ce que ça a eu un impact et est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut communiquer? Enfin, comment vous gérez ça en interne? On a communiqué en interne, mais on a aussi demandé aux gens qui sont les acteurs au quotidien, c'est-à-dire tous les gens de la production, du sourcing, d'expliquer. Et pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils le savent. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas recours à ces fournisseurs-là ou à ces matières premières-là. Donc, le plus simple, c'est qu'on a fait parler nos équipes et tout le monde a été extrêmement rassuré. Il n'y a pas de sujet. Sur ces questions de sourcing, de manière plus large, vous voyez quelle évolution avec le contexte actuel de difficultés de production, de coûts de matière, de transport. Vous voyez quelle évolution? Vous parliez tout à l'heure d'avancer sur la traçabilité. Quel est le chemin que vous voulez prendre? C'est deux sujets différents. Il y a un premier sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, la supply chain, c'est pas le job le plus facile dans notre industrie.
Les conditions de pression, de température, etc., elles ont fondamentalement changé entre la complexité du sourcing, les effets des taux de change, la rareté de certains matériaux, la composante RSE qui devient une composante du sourcing extrêmement importante. Donc, vous avez une complexité. Et puis, on ne parle même pas du fret qui est devenu aussi une science compliquée. Donc, tout ça pour arriver effectivement à pricer des collections, à trouver des prix justes, à trouver des bons équilibres dans la supply chain. Clairement, c'était devenu des métiers compliqués, mais aussi intéressants. C'est-à-dire que ça nous oblige aussi à repenser le produit dès sa conception, à repenser les choix de matière, à repenser parfois les origines de fabrication sur certaines pièces, etc., etc. À travailler, par exemple, là, on vient de sortir notre bilan carbone. C'est vrai qu'il y a des gros sujets sur, par exemple, tout ce qui est l'outerwear, c'est-à-dire toutes les pièces manteaux, etc. C'est des pièces qui ont le plus d'impact, donc on se pose des grosses questions. Comment on les consomme, vous voyez. Donc c'est très intéressant d'avoir fait ce bilan carbone par cette empreinte carbone on l'a fait avec. Il y a plein d'angles, on peut croiser l'impact par matière, par produit, par origine, par etc. Et quand on conçoit des collections, se dire qu'effectivement, peut-être les produits sur lesquels on doit être les plus exigeants en termes d'éco-conception, c'est les produits qui ont les plus forts impacts, c'est-à-dire tout ce qui est... Curieusement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le coton, c'est la laine qui a le plus gros impact. Donc, toutes les pièces manteaux, outerwear, etc., il faut vraiment dans la conception être extrêmement, extrêmement rigoureux pour essayer de limiter leur impact. Ça, c'est passionnant. Oui, parce que c'est aussi un challenge. On revoit c'est aussi un challenge qu'adorent les équipes de studio, qu'adorent les équipes de création, et on essaye d'attaquer d'abord par les forts impacts. On n'essaye pas de s'acheter une bonne conscience. Ça, c'est intéressant. On essaye de travailler d'abord sur les gros impacts et de réduire l'impact des grosses pièces, etc. Ce qui est intéressant dans le partage d'expérience, l'important finalement, c'est déjà de savoir où sont ces forts impacts. Et c'est très contre-intuitif. C'est très contre-intuitif. Vous ne savez pas que la matière qui a le pire impact, c'est le cachemire. Le cachemire, c'est épouvantable. Enfin, le cachemire, parce qu'effectivement, produit rare, lointain, compliqué, etc. Mais effectivement, il faut vraiment... il faut pas avoir d'idées préconçues. Faut pas essayer non plus il faut essayer de travailler méthodiquement, d'avoir une analyse rigoureuse du sujet, de l'impact, et d'essayer de réduire ces impacts en intégrant tout le monde, en intégrant les stylistes qui imaginent les pièces, les gens qui sont dans le sourcing matière, les gens qui font le développement, la fabrication, le sourcing, le fret, etc. Mais c'est passionnant, c'est des challenges absolument passionnants. Parce que là, ça embarque tout le monde. Ça embarque. Ouais. Pour voir un peu la dynamique, parce que on l'a dit, cette année 2022, c'est pas juste vous, tout le monde est confronté à les résultats du Covid qui perturbent tout le secteur, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sujets géopolitiques, de la géopolitique, c'est aussi valable sur les tensions avec la Chine, avec ses voisins et avec les États-Unis. Tout ça, la question de l'inflation en France, déjà quel retour vous avez du début d'année, un retour chiffré ou en tout cas une tendance, et vous, comment vous appréhendez la fin d'année, l'automne et la saison qui vient? Déjà en préambule, c'est vrai qu'on aurait tous aimé que 2022, ça soit, vous voyez, l'année du grand reset, où enfin on aurait retrouvé des chiffres d'affaires de référence, des like-for-like de référence. On aurait adoré avoir une année tranquille. Malheureusement, l'histoire, on a décidé autrement. Résurgence Covid, on a appris de nouveau à refermer, réouvrir en Chine, donc des villes entières bloquées, des centres logistiques bloqués en Chine, donc vraiment compliqué. Clairement, le conflit en Ukraine qui a été une surprise pour tout le monde et qui effectivement intéressant en ce sens que dramatique bien évidemment, mais aussi intéressant sur est-ce que l'entreprise a un rôle, c'est quoi le bien commun, c'est quoi l'intérêt général, quel rôle a l'entreprise face à des sujets comme ça, comment elle se comporte, sachant qu'en plus dans notre segment du luxe accessible, il n'y a pas la barre des 350 € à l'importation ne nous concerne pas. Oui. Donc, c'est vraiment une décision d'entreprise de continuer à livrer ou pas la Russie. Donc, c'est une vraie décision. Et c'était d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant dont on a pu discuter très, très librement avec notre
nouveau board. Donc, c'était intéressant. Et juste, petite parenthèse, mais vous avez décidé quoi ? On a décidé très rapidement de suspendre les livraisons en Russie parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre alternative. Et donc ça, c'est le deuxième élément qui effectivement a un peu complexifié, plus une spirale des tensions inflationnistes qui effectivement sont venues jour après jour complexifier tout le travail sur notre supply chain. Donc ça a été effectivement les éléments perturbateurs. À côté de ça, c'est vrai qu'on a à la fois au Q1 et au Q2, on a sorti des résultats qui étaient très satisfaisants. Pourquoi ? Parce que là encore, le fait d'être un groupe mondial, effectivement, on a pu quelque part via des actions de travail beaucoup plus en profondeur de notre clientèle locale en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, etc. On est arrivé à quelque part contrebalancer les fermetures chinoises qui a clairement en plus impacté les villes les plus importantes de notre activité, parce que c'est vrai qu'on est présent dans un grand nombre, dans 42 villes en Chine, mais effectivement, c'est vrai, on va cacher à personne que Pékin et Shanghai sont comme les villes les plus contributives. On est arrivé grâce à notre exposition internationale à nuancer l'impact chinois. Donc ça, c'est un peu la grande leçon du début d'année, avec notamment une vitalité renouvelée en Europe. Je pense qu'on récolte vraiment les fruits de tout le travail qu'on a fait en local ces dernières années. Même chose aux États-Unis. En s'adressant vraiment avec un discours local. Quand vous dites le travail en local, c'est à la fois de la communication, du maillage terrain du maillage terrain, du retravailler du CRM local, refaire des actions locales, travailler des contenus locaux, des opérations locales, des événements locaux et des produits locaux. Ça paye clairement et on est en train vraiment de le sentir. Et puis en Europe, c'est vrai que là, on commence au-delà de toute cette stratégie qui a été de vraiment travailler sur une approche plus locale, quand il y a un petit peu de flou de tourisme comme du tourisme américain qu'on a pu voir cet été à Paris, clairement tout de suite il y a une réponse. Il y a une réponse, c'est sûr. Donc ça a été un des débuts d'enseignement de 2022. Et puis la deuxième chose, tout ce qui a été développé dans les 2 dernières années sur toute l'hybridation entre le réseau physique et le réseau digital, développement de tout un tas de capacités nouvelles du digital a clairement porté ses fruits et on ne s'arrêtera plus. C'est-à-dire que maintenant c'est ancré dans le business model de l'entreprise. D'accord, oui. Donc vous êtes en permanence en train de tester des Et puis dernier options. point, on s'est quand même rendu compte qu'effectivement on avait beaucoup travaillé aussi dans la perception du produit, dans donner de la valeur et du sens au produit. Et que, quelque part, on arrive beaucoup plus à vendre à taux plein. On a beaucoup réduit notre taux de discount parce que la valeur perçue du produit, le produit fait envie. 2, le produit porte son prix. On est capable de justifier le prix, d'expliquer le pourquoi, de le montrer au client, de donner envie. Et effectivement, l'amélioration du taux de discount, c'est un des marqueurs importants aussi de ce début d'année. C'est à quel point on a totalement renversé la vapeur à ce sujet-là. Sur l'ensemble de nos marques. En plus, c'est l'ensemble de nos marques et l'ensemble des géographies et l'ensemble des canaux. C'est-à-dire pas uniquement en magasin physique, mais aussi en digital. Donc, ça a été vraiment un redressement spectaculaire, vertueux et je pense irréversible. C'est ça, c'est vraiment vertueux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul groupe à être confronté à ça, mais effectivement, le taux de discount qui n'était pas forcément un élément très regardé. Maintenant, c'est quelque chose de très regardé. C'est vrai que on s'est aussi beaucoup équipé dans les 2 dernières années d'outils pour mieux maîtriser notre supply chain, pour mieux maîtriser nos approvisionnements, nos niveaux de stock. C'est vrai que la capacité aujourd'hui d'omnicanalité, elle permet de mutualiser le stock de manière beaucoup plus intelligente et ça, clairement, c'est au service d'une meilleure circulation du stock, etc. Donc, tout ce qu'on a fait dans ces dernières années, aujourd'hui, porte ses fruits et donc concourt à un H1 satisfaisant. Après...
H2. Et H2, justement, alors, comment vous voyez ces menaces inflationnistes, ces sujets-là? Comment vous les anticipez? Est-ce qu'on peut quand même. Les menaces inflationnistes, en fait, souvent, vous qui connaissez bien le métier, vous savez que comme les collections, c'est quelque chose qu'on reprice à chaque fois. La pression inflationniste, on l'a quelque part factorisée dans notre pricing de l'hiver et même de l'été 23. Pour 23. On l'a déjà intégré. Donc, effectivement, à nous de faire en sorte que pour le client, la valeur perçue reste honnête et qu'on ait un vrai discours d'honnêteté vis-à-vis du client. Je pense que ça, c'est bien. Et je pense qu'on arrivera, à partir de ce moment-là, c'est notre meilleur atout, c'est d'avoir des produits désirables, des marques pertinentes. On a des jolis projets en plus sur l'année. On a des jolies ouvertures. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est assez excité. Sandro qui ouvre sur les Champs-Élysées, etc. Donc, on a des jolis projets qui vont. Ça, c'est pour la rentrée. Pour la rentrée. Ça va être bien. Voilà. Donc, c'est dans quelques semaines. Non, c'est après, ne me demandez pas de faire Madame Meilleur-Ama sur la situation géopolitique, ni les lockdowns chinois, la politique sanitaire du gouvernement chinois. Je ne suis pas... Vous n'avez pas les éléments. Je n'ai pas les éléments. Très bien. Juste un dernier point pour conclure. Vous le disiez, vous aviez dirigé des marques de luxe, vous aviez été dans un poste de direction, mais vous êtes l'une des rares femmes à diriger un groupe qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous vous sentez investi d'une parole particulière en tant que dirigeante ou comment vous vivez cette position-là? Est-ce que vous sentez un regard, une attente spécifique sur la manière dont vous gérez le groupe? J'ai pas un discours très... J'ai souvent un discours pas très politiquement correct sur le sujet, okay. Donc très bien. je vais faire attention. Pour moi, c'est François Giroud qui disait c'est ni une compétence ni une incompétence. On est clair sur le sujet. Je pense tout de même que dans cette industrie, dans notre industrie de la mode et du luxe, c'est beaucoup plus naturel, facile. Que si j'étais à la tête d'un groupe de sidérurgie, où là, je pense que j'aurais eu un parcours beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai pas besoin de me jeter beaucoup de fleurs parce que je pense que dans notre industrie, c'est pas un sujet. Et je l'ai jamais vu comme un sujet. Et je pense pas que ça en soit un. Je ne dirais pas ça de tout un tas d'autres segments de l'activité dans lesquels, à mon avis, quand des femmes ont des postes à grande responsabilité dans des univers beaucoup moins ouvert à la féminisation. Je pense que c'est autre chose. Très bien. Isabelle Guichot, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.